Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. D'accord. Tu as encore publié une nouvelle chronique? Oui, Quand? j'ai publié hier. C'était quoi le titre? J'ai publié une chronique Ces sur... chroniques n'ont pas de titre? Si, c'est par rapport à la rémunération des députés de la transition. C'est que cette rémunération a été revue considérablement à la baisse, si on devait comparer à celle des députés des anciennes législatures, jusqu'à celle qui était en place jusqu'au 30 août dernier. Les rémunérations ont quasiment été divisées par 3, voire même par 4, disons 3,5. Et donc, certains députés ont estimé que c'était peu, et donc c'était... Mais estimer que c'est un peu... Il faut savoir qu'ils n'ont pas le même statut et donc ils n'ont pas les mêmes missions. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à des missions, statuts et missions différentes, moyens différents. D'accord. Donc, c'est ce que Donc j'ai là, essayé c'est disponible sur ta... C'est disponible. Ça s'appelle comment? Il y a un auditeur qui a demandé le nom hier. Les chroniques de la transition gabonaise. Les chroniques de la transition sur gabonaise Facebook. de Jean-Paul Olomo. C'est sur Facebook. Vous blaguez. Voilà. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? Ça nous ramène toujours au Proche-Orient ou Ça au chauffe Moyen-Orient. là-bas, hein. Au Moyen-Orient. Ça chauffe moins, puisque depuis 4 jours, enfin hier, ça faisait 4 hier, la trêve expirait normalement hier à 6 heures. Mais ils ont prolongé la trêve. Heure de Libreville, 7 heures heure locale. Ils ont prolongé de 2 jours. L'armée israélienne est rentrée dans la bande de Gaza. L'armée israélienne est rentrée, elle est ressortie de certains points. Mais les pour points permettre justement de libérer les otages. Oui, mais il y a des points qu'elle ne va plus jamais libérer. Oui, ça c'est... J'ai l'impression que c'est ça technique. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses sur les raisons de l'armée israélienne. En réalité, quand vous voyez, il y a 2 raisons, à mon avis. Il y a une raison qui est stratégique, économique, parce qu'il semblerait que, et ça c'est un secret de polichinelle, depuis des années, on sait que la bande de Gaza est installée en fait sur un énorme gisement gazier. Et donc, il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, Israël et le Liban, même si le Liban ne reconnaît pas l'État d'Israël et n'entretient pas de relations diplomatiques, sous les auspices des États-Unis, le Liban et Israël avaient signé un accord de partenariat, de partage de l'exploitation d'un gisement gazier, un gisement marin. Il semblerait que ce gisement-là aille jusque sur la bande de Gaza. D'accord ? Une partie va sur la bande de Gaza. Et donc, pour certains observateurs, le fait qu'Israël déclenche une telle violence sur la bande de Gaza et demande aux populations de quitter le nord pour aller vers le sud, maintenant Israël met la pression pour que les habitants quittent le sud et aillent en Égypte, via le point de passage de Rafah pour aller s'installer dans le Sinaï. Le Sinaï, il faut savoir, c'est un territoire égyptien, même si avant il avait été conquis par les Israéliens, puis cédé par la suite aux Égyptiens après la guerre des 6 jours. Et donc, à partir de là, beaucoup d'observateurs se disent qu'en réalité, la volonté cachée d'Israël, ce serait de chasser l'ensemble des Palestiniens. Parce que la question qu'on demande aux Israéliens, c'est vous dites que vous voulez reprendre l'administration de la bande de Gaza, vous voulez soi-disant détruire le Hamas, vous voulez chasser les Palestiniens, mais ensuite, qu'est-ce que vous ferez de la bande de Gaza ? Et là, ils ne répondent pas. En réalité, là, on le sait déjà, il y a un certain nombre de journaux qui ont mis en évidence cette volonté-là, c'est-à-dire de faire main basse sur les gisements, sur les zones gisements gaziers qu'il y a là. Pourquoi ? Parce que l'Europe a besoin de gaz, les États-Unis semblent ne plus être en capacité à pouvoir garantir une certaine quantité de gaz à leurs partenaires européens. Et donc, comme le marché mondial du gaz aussi est plus ou moins figé, parce que vous avez des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, surtout le Qatar, qui sont de gros producteurs de gaz, qui n'ont pas la capacité de pouvoir satisfaire les besoins, notamment les besoins des pays européens en matière de gaz. Il faut savoir que de leur propre chef, les pays occidentaux ont mis un certain nombre de sanctions contre certains gros producteurs de gaz, la Russie, l'Iran, le Venezuela. Et donc, tout ça fait qu'ils aient décidé de leur propre chef de se passer de ce gaz-là. Et donc, un gaz dont ils décident de se passer, il faut le trouver ailleurs. Ils sont allés en Azerbaïdjan, ils sont partis en Algérie, mais on voit bien que
l'Azerbaïdjan ou l'Algérie n'ont pas la capacité de pouvoir satisfaire à la demande de gaz, surtout qu'on est à l'approche de l'hiver et où, en raison de la baisse des températures, eh bien, ils auront encore 2 fois, voire 3 fois plus besoin de gaz. Donc, les Occidentaux, certains experts, estiment qu'en réalité, on a l'Europe et les États-Unis qui pousseraient Israël à chasser les Palestiniens de la bande de Gaza pour faire main basse sur les réserves de gaz qui se trouvent dans cette région-là, pour que ce gaz-là soit ensuite acheminé via des gazoducs qui seraient construits dans la Méditerranée, qui partiraient directement d'Israël ou de la bande de Gaza vers les pays européens, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la France, et ainsi approvisionner le marché européen. Alors, donc ça, c'est bien évidemment les Israéliens démentent cette version, mais quand on est un peu lucide et quand on regarde l'absence de réponse quant à la question de savoir que fera Israël une fois avoir conquis la totalité de la bande de Gaza, cette absence-là amène à justement analyser aussi ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Israël aussi, le gouvernement, là en l'occurrence israélien, est dans une période où on a un premier ministre qui est responsable de la plus grosse débâcle sécuritaire de toute l'histoire d'Israël. Depuis la guerre de Kippour en 1973, on n'a plus jamais vu un tel nombre de morts en Israël en une seule fois. Et donc, il est responsable de cela. Et donc, pour éviter ou pour retarder au maximum, si tu veux, le fait qu'ils doivent rendre des comptes à la justice israélienne pour son manque de compétences, il ne faut pas oublier que le mantra, enfin, si tu veux, la base idéologique et politicienne de Benjamin Netanyahu, c'était « Je vous offre un accès, je vous garantis une sécurité totale et en échange, vous m'offrez vos voix. » Donc, la sécurité qu'il a tant promis aux Israéliens, au détriment de tout accord avec les Palestiniens, au détriment de toute recherche de création d'un État palestinien qui pourrait vivre pacifiquement avec les Israéliens, et en multipliant les implantations et les colonisations en fait dans la Cisjordanie, tout ça a fait que il y a eu cette explosion le 7 octobre dernier avec les terribles attentats commis par le Hamas. Et donc, on voit bien là que Israël est un peu dans ces deux positions. Pour le moment, Benjamin Netanyahu a dit qu'il accorde 48 heures de plus pour permettre la libération d'une vingtaine de détenus, de personnes détenues par le Hamas d'un côté. En échange, il y aura la libération de environ une soixantaine de personnes détenues dans les prisons israéliennes. Parce qu'il faut savoir que c'est un échange. C'est un échange. Bien entendu, dans la rhétorique journalistique occidentale, on dit le Hamas détient des otages et les Israéliens détiennent des prisonniers. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez voir les rapports de Human Rights Watch qui expliquent qu'il y a entre 5 et 6 000 Palestiniens qui sont détenus sans aucune forme de jugement dans les prisons israéliennes au nom de la lutte contre le terrorisme. On les affuble de terrorisme, mais ils ne sont jamais passés devant un juge pour leur voir signifier ces charges-là. Ils ont été arrêtés et ils sont placés en... Donc, il y a des prises d'otages des deux côtés, palestiniens comme israéliens. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ces échanges-là. Vous ne pouvez pas échanger, des prisonniers, donc des criminels, contre des otages, donc des personnes totalement innocentes qui n'ont pas violé la loi. Mais on a l'impression que la Palestine n'a pas de soutien. Les soutiens de la Palestine ne se manifestent pas clairement comme les soutiens d'Israël. Par exemple, Biden, lui, il est clair, il s'exprime clairement, il ne mâche pas ses mots. Il dit bien que ceux qui vont s'attaquer à Israël auront affaire aux États-Unis. Bien sûr, parce que Israël, c'est le principal allié des États-Unis. Oui, mais la Palestine, ils sont là, on dirait des... Non, là, il faut bien comprendre que les États arabes qui sont autour de la Palestine se sentent proches de la Palestine pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, la raison est religieuse. Ils partagent la même religion, l'islam. La deuxième raison, c'est qu'ils ont un fond aussi culturel qui est le mien, c'est la culture arabe. Et je peux ajouter un troisième point, c'est que dans Palestine, il y a le deuxième lieu le sacré de l'islam après la Mecque, c'est Jérusalem, notamment avec la mosquée Al-Quds. Donc, c'est qu'il y a le dôme doré là. Donc, comme cette mosquée-là se trouve en Palestine, à Jérusalem, dans la partie est de Jérusalem, évidemment, donc pour ces trois raisons-là, la question notamment les opinions publiques arabes se sentent touchées par... donc Jérusalem est en Palestine. Oui, Jérusalem, c'est en Palestine. Maintenant, ouais, mais la Palestine, c'est où?
La Palestine, c'est la Cisjordanie, ce que les Israéliens appellent la Judée-Samarie. Mais le vrai nom, c'est la Cisjordanie. Et vous avez la bande de Gaza. Maintenant, dans la Cisjordanie, vous avez Jérusalem. Alors, dans Jérusalem, il y avait deux parties. Vous avez une partie juive de Jérusalem, qui était une partie chrétienne. Bon, on dira une partie judéo-chrétienne. Et puis une partie musulmane. Il faut comprendre que cette séparation vient de l'histoire de Jérusalem, avec les conquêtes notamment Alexandre. Les conquêtes d'abord des musulmans qui ont conquis notamment qui ont conquis la Palestine et Jérusalem. Et ensuite, il va y avoir les croisades durant le XIIIe et XIVe siècle. Et donc, il va y avoir ces guerres successives-là pour le contrôle de Jérusalem. Et Jérusalem va changer comme ça d'administration, soit par des puissances chrétiennes, soit par des puissances musulmanes. Et donc, dans la foulée, on a construit la fameuse mosquée Al-Quds, qui est le deuxième lieu saint de l'islam après la Mecque. Et donc, pour toutes ces raisons-là, pour tous les musulmans dans le monde, la Palestine, c'est d'abord ce lien-là, ce lien religieux, culturel, parce que ils partagent la culture arabe, et aussi parce que c'est en Palestine que se trouve le deuxième lieu saint de l'islam. Mais pourquoi les soutiens ne sont pas apparents? Parce que chaque pays arabe a son propre agenda. Chaque gouvernement, je ne dirais pas les opinions publiques, chaque gouvernement a son agenda particulier. Et son agenda particulier passe par les relations avec les États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis sont omniprésents. Mais il commence à y avoir un petit changement. La relation avec les États-Unis omniprésente, c'était quoi? C'est que les États-Unis disaient au régime arabe qui était en place là que moi, je vous garantis la sécurité, je garantis la sécurité de votre régime, vous n'allez pas être renversé. En échange, vous me garantissez à moi un accès privilégié à vos matières premières, donc en l'occurrence le pétrole et le gaz. Sauf que à partir des années 2000 et avec l'amélioration des techniques d'exploitation de ce qu'on appelle les sables bitumineux ou le gaz de schiste, les Américains vont être en capacité de pouvoir satisfaire leurs propres demandes en matière de pétrole et de gaz. Donc, ils vont même avoir tellement de pétrole et de gaz qu'ils vont devenir des pays exportateurs. Et même aujourd'hui, les États-Unis sont de gros exportateurs pétroliers et gaziers. Donc, à partir de là, la donne, les intérêts des Américains changent. Ils commencent à se dire, pourquoi est-ce que l'on va déployer autant de militaires et tout ça pour défendre des régimes alors qu'on n'a plus tellement besoin de leur matières premières et de leur gaz. On n'est plus dépendant, mais on n'est plus dépendant de leurs matières premières. Et donc, à partir de là, il va y avoir un changement de positionnement. Et donc, par ailleurs, derrière, les régimes, bien entendu, de ces pays arabes-là, commencent eux aussi, petit à petit, à changer de positionnement. On le voit aujourd'hui. Avant, les Américains, on le voit au cours des 2 ou 3 dernières sorties de l'OPEP+, on a vu un rapprochement entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La Russie est rentrée dans l'OPEP pour faire partir de l'OPEP+, et l'Arabie Saoudite ne respecte plus les demandes faites par les Américains concernant les quotas de production. Lorsque les Américains estiment que le pétrole est trop haut, il suffisait avant de demander aux Saoudiens de faire baisser les prix en augmentant les quotas de production, ce que les Saoudiens faisaient sans cligner de l'œil, sans réchigner. Aujourd'hui, ça fait 2 ans depuis que Joe Biden, ça fait maintenant 3 ans depuis que Joe Biden est au pouvoir, les Saoudiens ont leur propre agenda. Et donc, leur propre agenda font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se passer des États-Unis parce qu'ils vendent leur pétrole en devises américaines, donc ils ont besoin du dollar américain. Et puis, ils ont quand même aussi besoin, peut-être pas de l'armée, mais du renseignement américain. Il y a des bases américaines qui sont installées en Arabie Saoudite. C'était à la suite des attentats du 11 septembre. Et donc, même si ce sont ces installations, ces implantations de bases américaines qui ont entraîné par la suite la création d'Al-Qaïda, parce qu'Osama Ben Laden estimait que c'était une violation de l'islam, c'était une manière de souiller le sol sacré de l'Arabie Saoudite que de permettre à des étrangers de venir s'y installer. Bref. Mais donc, il va y avoir donc ce changement-là. Et puis, les choses vont s'accélérer ces derniers temps, notamment avec la guerre en Ukraine et le fait que les Occidentaux aient décidé d'imposer des sanctions à la Russie. Et quand on voit la capacité et la qualité avec laquelle la Russie réussit à résister aux sanctions, ça commence à faire réfléchir. On a derrière
les relations dans la zone. On a vu un rapprochement entre la Russie et la Chine, ce qui a permis à Vladimir Poutine d'éviter que son économie ne coule en réalité. Et puis, on a vu d'autres pays, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui ont opéré un rapprochement spectaculaire sous l'égide de la Chine. Donc, on voit qu'il y a de nouvelles puissances qui se mettent en place et qui permettent de remodeler, si tu veux, la géopolitique, y compris au niveau du Moyen-Orient. Donc, pour l'instant, les puissances arabes, ces pays-là, et puis elles ont aussi un peu le traumatisme de 1973. Il ne faut pas l'oublier qu'il y avait environ 5 ou 6 pays arabes qui avaient attaqué simultanément Israël. Israël avait pu remporter la guerre grâce au soutien des États-Unis, qui avaient mis en place toute une logistique et qui avait apporté un soutien sans faille sur le plan militaire à Israël, ce qui lui avait permis de remporter cette guerre-là. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'instant où Israël avait décidé de bombarder la bande de Gaza, les États-Unis avaient immédiatement déployé dans la zone 2 porte-avions, dont le Gerald Ford, qui est le plus gros porte-avions dont dispose son armée. Donc, face à cela, les gouvernements arabes savent qu'ils n'ont pas la capacité, ils ne veulent pas se attaquer frontalement les États-Unis, parce que les États-Unis, comme tu l'as dit, dès le premier jour, ils ont affiché un soutien sans faille en faveur d'Israël. Et donc, les pays arabes ne sont pas en capacité de rivaliser pour l'instant contre la puissance israélienne du fait de son soutien, du soutien indéfectible dont il bénéficie de la part des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que lorsque l'on regarde, et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis aux auditeurs, regardez comment le monde est en train de se recomposer. On est en train de voir aujourd'hui un phénomène tout à fait nouveau. C'est le fait qu'avant, il y avait, y compris même dans les pays européens, un soutien de la part des opinions publiques européennes massif en faveur d'Israël. À cause de l'histoire, notamment l'histoire liée à la Shoah, il y a une espèce de positionnement qui fait que les opinions publiques européennes se sentaient un peu responsables de la Shoah, et donc par la suite, elles estimaient qu'elles avaient le devoir de veiller et de protéger ce nouvel État, cet État juif-là. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus totalement le cas. On l'a vu, par exemple, en Angleterre. Il y a eu la semaine dernière une marche où il y avait 300 000 Anglais qui ont marché en faveur de la Palestine. On a eu une marche en France, à peu près 80 000 personnes ont marché sur toute la France en faveur de la Palestine. On le voit en Allemagne, même si c'est un peu moins. Non, ça veut dire que... Ça ne fait pas peur. Non, attention, dans les démocraties occidentales, c'est des démocraties d'opinion. Donc, l'expression de l'opinion publique est très importante. Donc, ce que je veux dire, c'est que les opinions publiques sont en train de changer. Et donc, ça, rien ne dit que dans les 2, 3, voire 4 années à venir, on n'assiste pas aussi à un retournement de soutien de certains pays occidentaux en faveur d'Israël. Merci, Jean-Paul, qui revenait sur la situation au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.